Bien, je suis vraiment très heureux et honoré que Michel Pierre-Louis et Eva Joly aient accepté d'intervenir en clôture de ce colloque. Comment dire, je les connais maintenant depuis quelque temps, mais je les avais connus par leurs actions avant de les connaître personnellement. Et ce sont deux personnalités très importantes de l'action pour le développement et pour la culture. Euh, Michel au niveau de Haïti, mais Haïti est un symbole international. Haïti est un pays qui a une dimension internationale depuis sa création comme pays. C'est le symbole de la liberté des esclaves, donc de tous les êtres humains. Euh, c'est la, puisque j'enseigne aux États-Unis, je dis souvent que dans la première partie du 19e siècle, Haïti était la seule république dont les habitants étaient tous libres. Puisque les États-Unis, la France n'était plus une république, et les États-Unis avaient encore des esclaves. Et ça, il faut le présenter comme cela, parce que ça montre un peu ce que représente Haïti pour l'humanité. Et Haïti l'a payé très cher, et nous, la France, lui avons fait payer très cher, les États-Unis aussi. Et donc, je pense que, voilà, quand on pense en Haïti, il y a une histoire partagée. Ce sont nos cousins, les Haïtiens, les cousins que la Révolution française a unis et ensuite séparés. Et donc, on est vraiment très heureux que Michel, qui est à la tête vraiment de la fondation pour la culture et l'éducation la plus importante du pays et qui est resté debout à travers aussi bien d'ailleurs les différentes crises politiques et les évolutions politiques très diverses que le pays connaît, qu'à travers les drames humanitaires qu'ont provoqué aussi bien le tremblement de terre que les épidémies, etc. Et c'est un pôle de référence. Michel a aussi été Premier ministre du président Préval. Donc elle a aussi une expérience de la politique et pas simplement de l'action culturelle éducative. Et donc à ce double titre, je pense qu'elle était tout à fait... elle était la personne la meilleure, je suis fatigué, je ne trouve plus mes mots, pour intervenir en cette fin de colloque. Et je la remercie vraiment. Donc Michel, je vous donne la parole. Merci beaucoup Patrick pour ces mots d'introduction. Et je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Je remercie Patrick et Jérémy Lachalle et l'ambassadeur Christian Conan aussi, que j'ai eu le bonheur de revoir en Haïti avec vous dernièrement, et toute l'équipe de Bibliothèques sans frontières de m'avoir invité à cette importante conférence sur l'urgence de lire. L'idée de mettre la lecture, les livres, au cœur de l'humanitaire vient combler un vide qui n'a que trop persisté dans le temps, en ignorant une dimension absolument importante de toute vie humaine, la vie de l'esprit, celle qui se fait penser. Ça me fait penser à ce que disait M. Derivoire ce matin en faisant référence à un jeune enfant à qui il demandait « Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir ?» Et il dit « Je vais penser. » Donc, la vie de l'esprit, celle qui se fait penser, celle qui se fait frayage et qui appelle au dépassement de la dureté des situations de crise, celle qui permet de transcender, de retrouver le chemin du rapport au monde, celle qui place l'altérité au cœur du rapport aux autres. Et comment le faire sans les livres? Mobiliser les consciences sur le rôle des livres et de la lecture dans les situations désespérées, les catastrophes humaines ou naturelles, les conflits en tout genre, je crois y avoir personnellement cru depuis très longtemps et l'avoir expérimenté à une échelle bien modeste, je l'avoue, mais néanmoins porteuse d'espérance.
Vivre en Haïti, c'est d'une certaine manière vivre dans l'urgence. Didier, vous le savez aussi bien que moi. C'est faire l'expérience quotidienne de l'insécurité, de l'insalubrité, de la précarité, la vôtre et celle des autres. C'est laisser chez soi le matin sans avoir la certitude qu'on y sera de retour le soir. C'est donc se donner un autre rapport au temps. Et lorsqu'on en a pleinement conscience, cette manière de vivre porte à aller à l'essentiel, à se délester des choses inutiles qui encombrent et donner de l'importance à ceux qui contribuent à l'émancipation, à la liberté de penser, à la formation du jugement critique et à adopter ainsi un mode de vie inconcevable sans les livres, pour soi et pour les autres. Dans un très bel essai, Le don des morts, Daniel Salnave nous le dit avec force, je cite, « Il suffirait d'un livre, un livre qui passe entre les mains. Ses pages blanches renvoient la lumière. Un livre qui passe de main en main. Et les voix se font entendre, et soudain tout nous est rendu invisiblement, dans l'éternel, dans l'impérissable beauté des songes. Il n'y faudrait qu'un livre. » Fin de citation. Je n'ai pas la prétention de dire, comme Jean-Paul Sartre dans Les mots, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres, mais j'ai eu le bonheur de naître dans une famille où les livres comptaient, voire même étaient vénérés. Mon père, directeur du lycée de la ville de province où je suis né, à Jérémie, en Haïti, plus bel endroit du pays, était professeur de grec, de latin et de littérature, matière apprise alors qu'il n'avait jamais laissé le pays. Dans cet Haïti paradoxal qui, à l'époque, affichait déjà un taux d'analphabétisme de 80%, lire était déjà un immense privilège. Et cette situation quasi exceptionnelle nous était rappelée à chaque tournant. Je crois encore entendre les injonctions de mon père. Nous sommes un petit pays accablé de tous les maux. Meublez-vous l'esprit. C'est la seule condition pour garder notre dignité. Lisez. Ce sera aussi le moyen, le seul pour vous de voyager, d'apprendre l'histoire du pays, de connaître le monde et de sortir de notre insularité. Je l'ai pris au mot, mon père. J'ai appris très tôt l'urgence de lire et je l'ai faite mienne. Étudiante aux États-Unis dans les années 70, c'est au New York Public Library que j'ai voulu travailler pour me payer mes études. Et lorsque j'ai obtenu l'emploi, j'ai d'abord été assigné au Library for the Performing Arts, la librairie pour les arts au Lincoln Center. Dans mes heures libres, je dévorais tout ce que je pouvais apprendre sur l'histoire de la musique, de la danse, du théâtre, sur les auteurs, leur vie, leurs œuvres. 2 ans après, j'ai été transféré à la grande bibliothèque publique de la 42e rue et de la 5e avenue. Et là, ce n'était pas seulement l'urgence, mais l'ivresse de lire, pendant 6 ans avant mon retour au pays. J'ai longtemps hésité à vous parler de moi, mais j'ai pensé qu'il était peut-être nécessaire d'établir ainsi un fil conducteur qui va mener aux actions que je serai appelé à engager plus tard lorsque j'ai eu la chance de rencontrer George Soros, et le père d'Alexandre, et qu'il m'a confié la tâche de créer et de diriger en Haïti une fondation, la Fondation Connaissance et Liberté, FOCAL, dont l'un des buts est de promouvoir l'éducation, la culture et les valeurs d'une société démocratique. Mes collègues et moi avons choisi de mettre en œuvre un programme de bibliothèque de proximité à Port-au-Prince et dans les régions reculées du pays pour donner accès aux livres et à la lecture. Et plus récemment, Première ministre d'Haïti, je m'étais engagée avec mon ministre de la Culture à créer ce qu'on a appelé des éclats, espaces de culture, de lecture et d'animation dans les lycées publics du pays. Nous en avions créé à peu près 5 ou 6 avant que je ne laisse le gouvernement. Nous devions en créer plus de 200. Mais quelques années auparavant, j'avais vécu des expériences qui m'avaient profondément marqué. Tout un concours de circonstances m'avait porté
en effet, à alphabétiser un groupe de paysans du plateau central, chez Frère Armand, et j'eus un jour une idée fort audacieuse, celle de leur parler philosophie. Et je me suis dit peut-être que ce serait intéressant de leur expliquer l'allégorie de la cave du livre 7 de la République de Platon. Aujourd'hui encore, je vois leur regard avide, j'entends leur silence respectueux lorsque je conclus par les paroles de Socrate à Glaucon. Chacun possède la faculté d'apprendre et l'organe destiné à cet usage est semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner qu'avec le corps tout entier des ténèbres vers la lumière. Cet organe doit aussi se détourner avec l'âme tout entière de ce qui naît, jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vue de l'être et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être. Et cela, nous appelons le bien, n'est-ce pas? Oui, répond Glaucon. Et Socrate de continuer. L'éducation est donc l'art qui se propose ce but, la conversion de l'âme, et qui recherche les moyens les plus aisés et les plus efficaces de l'opérer. Elle ne consiste pas à donner la vue à l'organe de l'âme, puisqu'il l'a déjà, mais comme il est mal tourné et ne regarde pas où il faudrait, elle s'efforce de l'amener dans la bonne direction. Et je traduisais en créole. Et puis les réactions éclairantes sur eux-mêmes, sur leur propre vie d'exclus. N'est-elle pas semblable, cette vie, à celle de ceux qui, enfermés dans la caverne, enchaînés les uns aux autres, sont condamnés à ne voir que des ombres? Comment sortir des ténèbres et accéder à la lumière? Ils en redemandaient. Après Platon, j'ai osé aborder le sapere aude de Kant et le cogito de Descartes. Et toujours les mêmes interrogations sur eux-mêmes, sur le temps, sur ces paroles de philosophes écrites et dites depuis des millénaires, pour certaines, des siècles pour d'autres, et qui, chez ces hommes et femmes laissés pour compte, trouvaient une résonance et provoquaient un déclic. En finale, j'entends encore le verdict d'un vieux paysan. Vous savez, Madame Michel, savoir lire et écrire aurait changé notre vie, notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Comment, forte de cette expérience, et d'autres aussi, ne pas continuer à s'engager dans cette voie? Lire, faire lire, dans l'urgence. En effet, en 1992, nous sommes en plein coup d'État. La répression militaire fait rage dans les quartiers populaires surtout. Les jeunes surtout sont ciblés, ces demandeurs de démocratie, d'égalité et de justice. Par un concours de circonstances, encore un, je suis appelé à travailler avec un groupe de jeunes dans un quartier défavorisé de Port-au-Prince. Ils ne sont qu'une quinzaine, de 18 à 25 ans, mais ils rayonnent dans leur quartier. Et tandis que des rafales d'armes automatiques se font entendre tous les jours à quelque distance du lieu de nos rencontres, que des cadavres jonchent les rues à quelques mètres de là, ces jeunes disent vouloir créer un club de lecture et une bibliothèque. Comme par hasard, une idée surprenante que j'accueille avec joie. Alors on se met au travail. Les questions se succèdent. Qu'est-ce qu'une bibliothèque pour ceux qui n'ont pas de livres et qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'ont pas accès aux livres? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire d'avoir une bibliothèque dans ce quartier en ces temps mortifères? Qui lit ici aujourd'hui? Quel type de livre? Vous, les jeunes qui voulez une bibliothèque et un club de lecture, lisez-vous? Que lisez-vous? Où? À quel moment de la journée, puisqu'il n'y a pas d'électricité dans les maisons pour lire le soir? Pourquoi une bibliothèque? Est-ce un simple effet de mode? Autant de questions qui ont fait débat. Mais lorsqu'ils ont confessé avoir eux-mêmes peu lu, ayant tous été scolarisés dans des écoles de qualité plutôt médiocre, je décidai de travailler des textes avec eux. Et on s'est mis à lire, ensemble, à haute voix, à déchiffrer des mots, dictionnaire en main, à comprendre, à faire sens, avec un sens de l'urgence. Il fallait faire vite, comme si le temps était compté et qu'il fallait profiter de l'instant. Nous étions en 1992. Jacques Attali venait de publier 1492.
nous nous sentions concernés. 500 ans de conquête, de colonisation, d'esclavage, de révolution, d'émancipation. Nous lisions tous les jours, dimanche compris, jour de l'an compris. Et les jeunes apprenaient, discutaient, s'enthousiasmaient, faisaient des relations avec notre propre histoire, ce dont vient de rappeler Patrick. C'était sérieux, d'ailleurs trop sérieux pour ces jeunes qui croyaient que lire ne pouvait se faire qu'avec des livres sérieux. Il fallait donc démystifier les idées toutes faites sur le roman, sur la littérature. Et je me rappelle ce qu'a dit hier Alexandre sur la littérature en citant Proust. Moi, je vais encore citer Daniel Salnave, qui, dans la première des 11 propositions en hommage à Paul Ricoeur, en hommage à Temps et récits de Paul Ricoeur, publié dans la revue Esprit, disait ceci. « Nul ne lirait de livre, nul n'en écrirait s'il n'était animé de cette double certitude en apparence contradictoire, que la littérature l'arrache au monde, que la littérature lui assure une prise sur le monde. En d'autres termes, que si elle suspend ce monde-ci ou l'annule, c'est pour lui substituer un monde absolument vrai, plus vrai que le monde réel. » Fin de citation. Et pour ne pas dépayser ces jeunes, je leur proposais toute une série de livres, y compris des livres des romanciers haïtiens. Et puis, ils choisirent la série des Rougon-Macquart de Zola, en commençant par La fortune de Rougon. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle fait le récit du coup d'État de 1851 en France. Et nous étions en plein coup d'État. Et puis, naturellement, pour retrouver quelques repères, nous lûmes aussi Jean Métellus, Lionel Trouillot, des poètes, romanciers, essayistes, linguistes d'origine haïtienne qui vivent en France ou d'origine haïtienne, haïtiens vivant en Haïti, pour que s'incarne quelque peu la double certitude évoquée par Daniel Salnave. Et lorsqu'après une année de lecture et de discussion dans ce temps mort d'une dictature militaire sans grandeur, je fus invité au Japon pour recevoir un prix pour mon engagement dans l'éducation et l'alphabétisation, je décidai d'investir les fonds qui m'avaient été accordés dans la création d'une petite bibliothèque de quartier, dans ce quartier en déshérence, avec un fonds de livres de 300 titres offerts en don par des amis de la place. Pour eux, pour ces jeunes qui avaient eu jusque-là la ténacité d'aller au bout d'un rêve, l'expérience ne s'arrêtait pas là. Il fallait faire de ce petit espace un lieu de rencontre, une passerelle vers les autres, auteurs, poètes, journalistes, féministes, éducateurs, artistes, qui autrement n'auraient jamais eu l'occasion de dialoguer avec les jeunes de ce quartier, de leur parler de leur métier, de leur création, de leur vie, et aussi d'apprendre d'eux lors de séances tenues le plus souvent le soir à la lueur d'une bougie. Ce brassage social et culturel deviendra aussi une constante. Lorsque l'année d'après, j'eus l'occasion, comme je l'ai dit plus haut, de créer FOCAL, la Fondation Connaissance et Liberté, de mettre en œuvre dans tout le pays un réseau de petites bibliothèques communautaires de proximité gérées par des jeunes et de créer ainsi des passerelles entre différents secteurs de la société qui ont si peu l'occasion de se rencontrer. Il fallait donner accès aux livres, à l'information, à la culture. Il fallait former, apprendre à gérer, à conserver, à animer, démocratiser l'accès du livre, faire de ces espaces des lieux fédérateurs, des lieux inclusifs, puisque même ceux qui ne savaient pas lire pouvaient y trouver leur compte, où en plus justement de l'accès aux livres, tout pouvait y faire objet de débat. La citoyenneté, les élections, l'équité de genre, la drogue, la sexualité, l'histoire, le cinéma, etc. En 15 ans, nous avons créé tout un réseau de petites bibliothèques communautaires dans les régions les plus reculées du pays, grâce à une collaboration avec une fondation française spécialisée dans l'énergie solaire, la Fondation Énergie pour le Monde, FONDEM, qui nous a été présentée par une association française qui nous soutient ici, qui soutient nos actions. Nous avons pu équiper une bonne vingtaine de ces bibliothèques de générateurs photovoltaïques qui, en produisant de l'électricité dans des zones qui en sont entièrement privées, ont permis aux bibliothèques de devenir des centres culturels très fréquentés. L'éclairage de nuit, l'accès à l'informatique, à l'Internet, à l'audiovisuel ont pu dès lors être possibles. Les nouvelles technologies ont permis de sortir de l'isolement, de connecter, de communiquer.
Les Haïtiens ont presque tous des parents à l'étranger. Rejoindre la diaspora pour toutes sortes de raisons a été essentiel dès lors que la connexion à l'Internet a été possible. Mais il a été extrêmement difficile, voire même impossible à certains égards, de convaincre les bailleurs de l'importance des bibliothèques. Je suis très contente qu'il y ait eu ici quelqu'un de la Fondation Gate, parce que lorsqu'ils ont lancé leur programme sur les Young Leaders, Innovation in Education, il se trouve qu'un de nos jeunes animateurs de la bibliothèque Afokal a obtenu ce prix et était donc à Rotterdam la semaine dernière à une grande rencontre organisée par la Fondation Gates. Et je ne peux me réjouir lorsque nos jeunes bénéficient de ce genre d'avantages. Mais extrêmement difficile de convaincre les bailleurs. Tout se passait comme si les programmes d'aide envers Haïti ne pouvaient relever que d'un humanitaire basique pour n'assouvir que les besoins primaires de la population. Je n'ai rien contre, mais c'est toute une vision réductrice des pays pauvres qui s'est ainsi construite au fil du temps et qui perdure encore. C'est ce qui a fait dire à un jeune qui s'est écrié lors d'une formation que nous avions en province, près de Tigouave, une formation de technicien en bibliothèque. Pourquoi les bailleurs pensent-ils que nous n'avons besoin que de riz et de maïs? Pourquoi refusent-ils de financer les bibliothèques? Nous ne sommes pas que des tubes digestifs. Nous avons aussi besoin de nourriture de l'esprit. Fort heureusement, l'Open Society de George Soros y a cru et a continué à soutenir nos efforts dans ce domaine et nous a même permis de construire un centre culturel à Port-au-Prince qui se trouve être aujourd'hui l'une des rares institutions qui a été épargnée par le séisme. La bibliothèque de ce centre culturel reçoit près d'1 millier de jeunes par jour et compte près de 30 000 membres. Pour Port-au-Prince, c'est considérable. Dans la région métropolitaine, 2 de nos petites bibliothèques ont été détruites et nous sommes très reconnaissants à l'American Library Association, l'association des bibliothécaires américains, ELA, qui a fait une levée de fonds en notre faveur, ce qui nous a permis de reconstruire ces bibliothèques. Dans le domaine des nouvelles technologies, nous avons pu informatiser notre bibliothèque et créer toute une série de modules de formation à distance, via Internet, ce qui permet de former et de faire le suivi des activités des bibliothèques situées dans des zones éloignées d'accès très difficile. Après le séisme, bien que nous ayons été épargnés, mais dans la cour de Fokal, nous avons reçu près d'1 millier de gens du quartier qui avaient perdu maison et tout, et qui sont restés près de 3 mois, et que nous avons dû animer, nourrir, etc. Et la pression des jeunes, c'est un peu ce que disait Patrick, la pression des jeunes a été telle que nous avons rouvert bien plus tôt que prévu, parce que les jeunes non seulement voulaient lire, mais ils voulaient dire, ils voulaient verbaliser ce qui leur était arrivé et écouter aussi ce qui était arrivé aux autres, et dans cette reconnaissance, encore une fois, faire monde et ne pas se sentir isolé. Il faut donc investir dans les livres et faire au quotidien la promotion du livre et de la lecture, en tenant compte de la réflexion qui a été faite tout à l'heure, certainement. Cette croisade est nôtre. Est-ce pour cela que l'initiative prise par Bibliothèques sans frontières sur l'urgence de lire en situation de crise humanitaire a une résonance particulière pour moi, personnellement, et pour mes collègues à Fokal. Et je me sens d'autant plus concerné que c'est l'implication de BSF dans la situation post-séisme en Haïti qui a contribué à créer cette importante mobilisation autour de l'urgence de lire. Il faut saluer aussi l'approche privilégiée par BSF après le séisme en Haïti, de participer à la rencontre de tous les acteurs locaux concernés, publics et non publics, la Direction nationale du livre, la Bibliothèque nationale, Fokal, les éditeurs, les professionnels du livre, etc., et de s'engager avec eux dans la mise en œuvre du projet de bibliothèque numérique à la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et des bibliotap-tap. Vous savez, les tap-tap en Haïti sont les petits minibus qui transportent les gens partout et qui sont décorés avec la créativité que l'on connaît dans ce pays. Donc, les bibliotap-tap, des bibliothèques mobiles qui vont dans les quartiers populaires offrir des livres, revues, journaux, animations aux lecteurs et lectrices qui autrement n'y auraient pas accès.
mais il est quand même important d'évoquer également ce que Paul Ricoeur a appelé la rencontre entre le monde du texte et le monde du lecteur. Et c'est peut-être là que nous avons buté sur une grande difficulté, la difficulté de lire. Car s'il est absolument impératif de donner accès aux livres, et chez nous il y a un appétit réel de faire toujours et partout la promotion du livre et de la lecture, le pari est en même temps difficile lorsque les déficits de l'école et du système éducatif dans son ensemble ne favorisent nullement l'apprentissage de la lecture. Dans ces conditions, comment en faire une pratique incarnée? Seulement si l'action s'inscrit et se structure dans la durée. Est-ce pour cela que l'action urgente ne peut pas se penser seulement dans l'urgence, c'est-à-dire dans l'éphémère? Il faut qu'elle dure, puisque l'urgence elle-même s'étire dans le temps. C'est au cœur de ce paradoxe qu'il faut situer l'action, pour qu'elle ne devienne pas que pure routine sans effet. Et là aussi est toute la difficulté, car il faut des financements, on a entendu le représentant de la Croix-Rouge, pour tenir dans le temps. Et il faut tenir haut la flamme pour que les animateurs, animatrices eux-mêmes lisent et fassent lire. Je sais que BSF a le projet de créer une centrale du livre à l'intention des universitaires haïtiens. Je ne peux que l'encourager dans cette démarche pour qu'à ce niveau aussi se crée une masse critique de lecteurs et de lectrices de haut niveau capables d'irriguer les autres niveaux du système. Pour finir, mobilisons toutes les ressources susceptibles de se joindre à BSF, comme l'ont déjà fait tous ces écrivains et écrivains prestigieux, pour que la dimension intellectuelle, cognitive, culturelle, créative de tout être humain soit prise en compte dans les situations d'urgence, mais pas seulement dans les situations d'urgence, parce que les situations d'urgence continuent de se multiplier dans notre planète, pour que les institutions internationales en voient le bien fondé et se joignent pleinement à ce vaste mouvement. Je vous remercie.